Bonjour Julien, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui pour vous représentent le mieux votre domaine? Bonjour Pascal, ouais, on va commencer avec les 3 vins que j'ai pu sélectionner qui représentent ce que j'ai déjà pu faire sur le domaine et en même temps la continuité aussi de ce qu'ont fait mes parents. Donc je pense qu'on va commencer notre dégustation avec une cuvée assez particulière que j'ai nommée Ceci n'est pas un rosé. C'est assez paradoxal pour le vin, c'était aussi un jeu que j'ai voulu faire là-dessus. Un certain défi par rapport à la vinification aussi. Le rosé, c'est vrai que le rosé a une presse qui est difficile, c'est rarement des vins de gastronomie. Et je pense que c'était le challenge en arrivant sur le domaine en 2016. C'était aussi de montrer que j'étais capable d'apporter une plus-value par rapport à ce qui existait avant, de vinifier différemment et d'être capable de faire un rosé de gastronomie. Alors ceci n'est pas un rosé, oui, et en même temps c'est une saignée de pinot noir, donc techniquement on peut appeler ça un rosé. Gustativement ça n'a plus rien à voir avec ce style de vin parce qu'on va avoir un gras supplémentaire, un autre toucher en bouche. C'est une vinification qui est faite suite à une saignée après 12 heures de macération, d'où la couleur qui est quand même relativement intense. Ouais, faut quand même le reconnaître. Et ensuite c'était directement entonné en fût, vinifié, fermenté en fût, avec une fermentation malolactique et un élevage de 10 mois, beaucoup de bâtonnage quand même aussi. On va se rapprocher... Le bâtonnage, juste pour les personnes qui ne maîtrisent pas forcément le principe. Ouais. Le bâtonnage, ça consiste à remettre en suspension les lies qui ont fait la fermentation, et à mettre en suspension dans le vin pour que le vin puisse aussi les assimiler. Et ces mêmes lies vont libérer quand même beaucoup d'acides aminés, donc donner du gras, ce qui va se réduire par du volume en bouche, donc quelque chose de plus concentré, de plus intense. Et finalement, voilà, pour produire un vin de gastronomie, c'est vraiment une cuvée que je conseillais de placer sur des viandes blanches, sur des volailles notamment, parce qu'on a une structure de vin qui le permet largement. Je te sers. Et c'est une cuvée que j'ai choisi de présenter parce qu'elle sort clairement des sentiers battus. C'est l'ovni du domaine parce que bon, c'est clair que après dans le style de vinification, on est quand même beaucoup plus classique pour l'Alsace. Je me revendique un classique volontairement parce que je pense que les grands vins d'Alsace aussi sont les grands blancs, les blancs très droits. Là, c'est l'ovni, c'est aussi pour montrer qu'on est capable de sortir des sentiers battus et qu'avec le vin, avec un aspect créatif, on peut aussi tout faire. Tout à fait. En plus, c'est vrai que là... Ouais, alors déjà, dans la bouteille, on devinait vraiment cette belle couleur, mais alors là, dans le verre, c'est beau. C'est à la manière de Magritte, c'est une trahison, la trahison des images aussi, d'où le jeu sur l'étiquette. Ceci n'est pas un rosé, parce que c'est l'interprétation d'un rosé finalement, qui ne doit pas être un stéréotype d'un vin... pas insipide parce qu'il y a vraiment des belles choses aussi, mais qui est majoritairement mal noté, qui fait pas rêver. Et donc c'est la manière de Magritte que j'ai voulu interpréter le rosé pour en avoir un vrai vin. Un vin, on va tout de suite remarquer quand même cette touche d'élevage. C'est un vin qui n'est pas filtré non plus avant la mise, c'est très nature comme vinification. C'est assez déstabilisant d'avoir un petit peu ce côté beurré au nez pour un rosé. Pour la quoi. Couleur, ouais. Pour la couleur, au vu de la couleur, c'est déstabilisant, quoi. Alors, ce qui est amusant, je parlais avec mon grand-père, qui a une quarantaine d'années, et pour qui finalement c'était le rouge qui avait cette couleur-là à l'époque. Quand ils avaient d'autres modes de production et d'autres modes de 30-40 ans en arrière, c'était les pinots noirs d'Alsace qui étaient ces coloris-là. Donc on change complètement de style. Il y en a vraiment un rosé qui sera très gras. Tout à fait, c'est vraiment... On sort de ce qu'on connaît classiquement sur les rosés d'Alsace. Ouais. Et on retrouve ces notes aussi par l'élevage, brioché de fruits à coque. On sent un peu la malo aussi avec cet aspect beurré qui va apparaître. Et surtout, ce
que je trouve intéressant dans ce vin, ce que je voulais faire, c'est d'avoir une longueur en bouche, quoi, une trame qui supporte justement ces viandes blanches, qui supporte une gastronomie qui appelle à être bu à table. Quel est le plat pour l'instant qui t'a fait le plus plaisir sur ce vin, toi? Là-dessus, Ouais. c'était vraiment un suprême de volaille à basse température. On avait vraiment aussi le toucher de la viande à ce moment-là, qui est fondante. Et on a le gras du vin qui va permettre de se fondre avec. Avec une crème ou juste comme ça? Oui, c'était avec une sauce au mori. Au mori, d'accord. Ouais. Ah oui, donc il faut quand même... Donc ça supporte bien les plats riches. Il faut que ça reste très fin malgré tout, mais on est sur un vin qui a plus rien à voir. Donc je suis content de le présenter aussi. C'est le premier vin des trois, parce que c'est un vin que j'ai pensé moi, que j'ai fait moi, et donc qui va changer du restant de ce qu'on fait sur le domaine, puisqu'on est après une famille. Je travaille avec mes parents, on travaillait trop ensemble, et là on sera quand même plus sur de l'Alsace comme on peut l'attendre. Là, c'est vraiment le vin que j'avais envie de faire. On peut dire le pétage de Cap. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est finalement ton hors-piste, quoi. Exactement, ouais. On va faire quelque chose qu'on a envie de montrer, qu'on a envie de voir. Alors, il y a une prise de risque sur le vin. Après, c'était pas non plus des volumes hallucinants. De toute façon, je peux pas me permettre par rapport au pinot noir qu'on a. J'ai quand même besoin de faire du rouge aussi. Mais c'était juste pour montrer il y a quelque chose qui arrive. Il y a du neuf. Il y a du... Et voilà, montrer de quoi je suis capable. Et ce qui est vraiment paradoxal sur ce vin, à la base, je l'avais quand même fait en me disant je vais toucher une clientèle très professionnelle, très jeune aussi, voilà, des cavistes, certains restaurateurs. C'était la cible. C'était la cible, et au final, j'ai présenté au caveau. Et ce qui a le plus marché, c'était les retraités qui sont venus, qui m'ont dévalisé en très peu de temps. Les retraités, parce qu'ils étaient aussi, je pense aussi surpris de voir quelque chose de neuf. Ils ont bien accroché sur ce vin. Donc on se rend compte que par rapport à nos idées reçues, tout change, tout évolue. Pas du tout. Bon, une belle mise en bouche. C'est ça. Ce qu'on va faire ensuite, on va goûter l'autre vin. Un terroir que je prends beaucoup de plaisir à vinifier. Je pense aussi que ce rosé, ça a été un vin qui m'a peut-être mis en valeur parce que c'est ce que j'ai pu apprendre. C'est tout ce que j'ai pu apprendre durant mes études, durant mes expériences professionnelles, de voir, j'ai fait mes études à Dijon, j'ai travaillé ensuite un peu à Bordeaux, en Nouvelle-Zélande, en Italie, et c'est d'apporter finalement un condensé de tout ce que j'ai pu voir, que ce soit une étude, un stage, en termes de technique, en termes de viticulture, mais aussi de vinification. Donc finalement, c'est ton rapport de stage, finalement, ce vin. C'est mon rapport de stage. Je sais pas quelle note tu me donnes maintenant. Plutôt pas mal. Ouais. Après, c'est vrai que je suis pas professeur, donc j'ai un peu de mal à... une mention, au moins, ce serait flatteur. Non, c'est bien ça, franchement. Ouais. C'est toujours le premier millésime? C'est 2017. J'ai repris en 2017. Et en 2018, en un peu plus grande quantité. Par rapport à la demande aussi, par rapport au millésime, j'ai pu me libérer plus de pinot noir maintenant. Donc c'était en plus grande quantité et il a légèrement évolué puisqu'avant on était sur une saignée. Là je suis passé sur un rosé de presse directement qui rapporte un autre équilibre et surtout pour moi la saignée peut être un inconvénient en Alsace sur nos pinots noirs parce qu'on n'a pas besoin quand on récolte vraiment du raisin mûr d'extraire encore une partie même si elle est minime. Je pense que c'est intéressant d'avoir toute la complexité d'un jus dans son ensemble. Donc ça permet aussi de mettre en valeur différemment le reste du volume. Hey. C'est quand même sympa, et même si c'est un vin de gastronomie, vous n'avez pas de mal à le boire à l'apéritif.
Et Donc, déjà la couleur. ce bon vin, oui, complètement. On va vraiment aller droit dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que je pense de l'Alsace. Et on va goûter un lieu-dit qui s'appelle le Leimen. Alors le Leimen, si on le traduit directement, ça vient de l'allemand les argiles. Ils ne sont pas allés chercher bien loin non plus pour donner les noms à l'époque des parcelles, sauf quelques exceptions, mais mais il y avait vraiment une raison. Les argiles, c'est vraiment un terroir très argileux en surface, qui peut être relativement fertile aussi parce que ça va retenir énormément beaucoup de nutriments, et de la marne en profondeur. Donc on a vraiment un sol qui va fonctionner à deux vitesses, c'est-à-dire qu'on va avoir une couche superficielle très riche. Ça se voit notamment au niveau des espèces, des plantes qui vont pousser dessus, des espèces très grasses aussi, beaucoup de verdure, même en été. Et par contre, en profondeur, on a cette marne qui va servir, qui va avoir un rôle de tampon qui est exceptionnel, je trouve, sur le terroir. Le Balsam se caractérise quand même par deux grandes entités géologiques, qui sont le calcaire. On est là d'ailleurs au cœur du Brudertal, qui est l'un des 4 grands flux calcaires d'Alsace. Et de l'autre côté de la vallée, Brudertal, la vallée des Frères, on arrive sur un plateau de marne dont le terroir le plus connu est le Schäferstein, qui est en cours de revendication en premier cru. Là, on est à peine au-dessus du Schäferstein. Le Leimen, c'est une petite bande de terrain, pas forcément trop étendue, qui est uniquement plantée en pinot gris ou sylvaner. En fait, c'est quand même 2 cépages qui vont apprécier ces régimes hydriques très régulés. Ça va se caractériser quand même, ça va emmagasiner beaucoup d'eau durant l'hiver, très doucement mais beaucoup. On note beaucoup d'apparitions de sources en contrebas de ces parcelles-là, même encore beaucoup plus bas dans le vignoble. Tout simplement, c'est que l'eau, à un moment, quand elle va arriver sur cette couche de marne, quand la marne a gonflé, qu'elle est saturée en eau, ça va glisser sur cette couche et elle apparaître plus bas. Donc la marne va gonfler, ça va aussi écraser les racines qui se seront développées dedans, ce qui va forcer la vigne au printemps. En fait, c'est un démarrage aussi plus lent. C'est un terroir froid, mais un démarrage plus lent, c'est qu'elle va aussi devoir recréer des racines au fur et à mesure. Et malgré la vigueur du terroir, si on veut, la fertilité des sols, on aura quand même un aspect concurrentiel, du moins de dépenses d'énergie pour la vigne, là où elle aura besoin de redépenser du carbone en fait, pour refaire des racines. C'est très intéressant pour la vigne. L'avantage, c'est qu'en été, par contre, surtout les années sèches qu'on a pu avoir, 2017-2018, qui sont très très sèches, ce sont des terroirs qui sont parfaitement adaptés, qui vont très bien se comporter sur ce type de sol, puisque la marne va progressivement restituer de l'eau, très doucement quand même, on a quand même une contrainte hydrique régulière sur la vigne, au fur et à mesure se craqueler en profondeur, et laisser la vigne à ce moment-là descendre. Voilà, jusqu'à l'hiver prochain, où généralement ça va regonfler. Donc c'est une vigne qui est plus régulière finalement dans son développement. Exact. Très régulière dans son développement, dans plus la lente, maturation, mais régulière. Dans les vins aussi. Ouais, exactement. Et ensuite, après plus lente, et sur les années très chaudes par contre, il ne faudra aucun problème d'alimentation en eau. Elle souffre moins du stress hydrique. La maturité arrive finalement plus précocement que sur les autres terroirs. Et c'est planté avec 2 cépages uniquement. Mais c'est aussi parce que... Et vous exploitez les 2 cépages? Non, uniquement du sylvaner, c'est une vieille vigne qui est dessus. On a des collègues qui ont des pinots gris dessus, ils sont très très beaux. L'avantage de ce type de sol, c'est la régularité, et surtout la marne va permettre d'arrondir les angles du sylvaner, qui est un cépage qui quand même, le sylvaner c'est très robuste, c'est anguleux, c'est assez sauvage comme cépage, si on veut. Mais ça, même si ça donne des grands vins, il y a quand même ce côté anguleux qu'on peut avoir. Et la marne va apporter cette rondeur, ce gras, qui va permettre de faire passer, cette amertume-là qu'il peut avoir. Donc on obtient un vin qui est absolument différent. C'est pour ça que je parle du terroir avant tout. Mais on ne s'attend pas du tout à ce vin-là d'un sylvaner, je pense, globalement. Déjà au nez, c'est très... C'est ce qu'on va découvrir, très justement. Expressif. Déjà, c'est très intense. La robe est très belle. Oui. C'est brillant en plus là en extérieur comme ça avec le soleil, c'est encore. On en profite. On en profite pleinement. Là, ça donne presque envie de croquer dedans. On en profite. Un nez qui est très intense, presque terreux dans le sens noble du terme. Et avec quand même aussi toutes ces touches florales, fleurs blanches.
Voilà qu'on a envie de prendre en bouche, je pense. Ça tombe bien, c'est fait pour. C'est fait pour. Et là en bouche, on a ce toucher très rond, c'est suave. Ouais, c'est vraiment un toucher de bouche qui est vraiment très, très doux, tout en finissant sur une acidité. Ouais. C'est... Qui reste présente. Hein. Et je dis toujours sur Molsheim, clairement on n'a pas de problème avec l'acidité. L'acidité est la colonne vertébrale de tous nos vins. Et ce qui est intéressant, c'est d'habiller cette colonne vertébrale. Et c'est là que je pense que le vigneron a tout son impact, parce qu'il va falloir vinifier en sorte. Vinifier généralement sur lit total. Après c'est un parti pris, hein, mais je fais aussi beaucoup de bâtonnage, même sur le foudre, pour aussi remettre une suspension CELI, rapporter du gras. J'allais dire, ouais, après c'est une volonté, quoi. C'est un choix. Ouais. Je vois qu'on n'est pas nombreux en Alsace. C'est ce que j'allais dire. Le bâtonnage, on en discutait encore récemment avec un ami vigneron. Là, c'est vrai que je pense qu'on peut compter sur les doigts de deux mains les vignerons en Alsace qui battent leur vin. Ouais, c'est clair. Ensuite, c'est aussi, bah voilà, je me renie pas, c'est aussi une part de ce que j'ai pu voir après, en voyage. C'est une autre façon aussi, une autre approche. Ouais. Et pour l'instant, sur les deux vins qu'on vient de déguster, c'est quand même... On l'aperçoit bien. Voilà. Et ce qui est quand même, somme toute, très intéressant aussi, parce que deux vignerons, même sur le même terroir, n'ont pas la même approche de ce terroir-là. Donc si l'un va bâtonner, l'autre non, on aura quand même des vins qui seront différents. Comme deux boulangers avec une même farine vont donner deux pains différents. Tout à fait. C'est le même rapport. Et pareil, on revient sur un sylvaner. Alors c'est sûr, on va le boire différemment, des sylvaner très classiques, très anguleux, qui étaient conseillés sur le fruit de mer. Là, on a quand même beaucoup de gras. C'est pas un vin que je vais conseiller sur des huîtres, clairement, parce que ça risque d'avoir... c'est peut-être trop puissant pour les huîtres. Oui, et même, on sent qu'il y a de la matière, on sent le terroir qui est derrière. Donc il faut quelque chose qui... Il faut quelque chose qui ait du gras, qui ait du volume. On n'est pas sur un sylvaner classique, léger. Des gambas, ça va supporter vraiment une gastronomie riche. Riche, tout à fait. Moi, le plus en important, quand même, c'est la force de nos blancs en Alsace, quand même. Si tu apportes une légèreté, c'est que, idéalement, on puisse tomber la bouteille. À la fin du repas. On va avant la fin. Hein. Tout dépend combien on est et si on veut goûter autre chose derrière. Oui, mais on va éviter de faire les trois, là. Hein. Sinon, le retour sur Molsheim va être compliqué. Hein. Ça fait que descendre depuis ici. On est carrément au niveau de l'Ertal. C'est très simple. Tout l'intérêt du d'une autre approche du sylvaner. Pendant que tu ouvres cette bouteille, tu peux peut-être nous parler un petit peu du domaine. Le domaine, ouais. Donc Belair à Molsheim. C'est un domaine familial, hein, puisque je travaille juste avec mes deux parents. On est les trois sur l'exploitation à être à temps plein dessus. C'est un domaine, alors bien que ça fasse beaucoup plus longtemps qu'on ait eu les vignes, hein, je pense que l'histoire de l'Alsace, globalement, n'a pas permis de faire de la bouteille régulièrement avant les années, les années post-guerre mondiale. Avec les différentes invasions, il ne faut pas oublier qu'en Alsace, à chaque invasion, on a perdu notre clientèle aussi. Et donc, ce qui est bien, c'est que mon grand-père, qui à partir des années 70 a commencé à faire du vin en bouteille, initié à faire du vin en bouteille. Donc, c'est lui qui aura initié cette démarche-là. Et mes parents ensuite ont pris la suite du domaine, ont beaucoup développé les surfaces de vignes aussi pour arriver aujourd'hui. Alors ça reste un domaine qui est vraiment à taille humaine, puisqu'on a à peine plus de 8 hectares. C'est une volonté aussi de rester à ce niveau-là. Personnellement, je vois pas l'intérêt de m'étendre sur beaucoup plus parce que je n'arriverai pas à la même précision sur les parcelles, je pense. Après, c'est un choix. Toujours, c'est comme le bâtonnage finalement. Et c'est très intéressant aussi de valoriser chacun de ces terroirs, d'être pouvoir pleinement s'exprimer. À mon niveau en tout cas. Hein. Sinon après, c'est souvent des domaines qui sont plus grands, qui sont repris à deux. Parce qu'on arrive au même ratio en fait, de personnes par hectare. Donc on travaille avec mes parents sur une démarche quand même qui est similaire. Hein. Aujourd'hui on arrive à avoir la même vision sur le long terme.
On est en conversion biologique depuis 2018, donc on a commencé ça. Faut voir tout ce que je peux faire aujourd'hui. En arrivant en étant une personne de plus aussi, c'est que l'aboutissement de ce qui a été mis en place plus tôt. C'est d'avoir une réduction des intrants à tous les niveaux, que ce soit à la vigne ou en cave, pour arriver à des vins qui sont plus fins, qui sont des vins de terroir finalement. On revient très loin en arrière, on revient à l'Alsace avant justement ces invasions, qui étaient uniquement des vins de terroir. C'est extrêmement important pour nous aujourd'hui, pour la jeune génération, c'est de pouvoir proposer un produit qui est unique et qui fasse rêver aussi. Ça c'est extrêmement important aujourd'hui. Donc je travaille avec mes parents. Ça se passe plutôt bien. On verra ensuite une fois qu'ils prendront leur retraite. J'ai encore un petit bout de temps d'ici là. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont changer, je l'espère, pour l'Alsace. Et là on va passer par contre sur le troisième vin de la dégustation, qui est un Grand Cru Brodertal. Alors quand même, vous ne pouvez pas s'installer ici sans déguster un Brodertal, sachant qu'on est vraiment au cœur de ce terroir-là. Ça aurait été dommage. L'endroit est beau certes, mais avec les vins, c'est encore mieux. On apprécie les cailloux qu'on peut voir ici. Le Brodertal, c'est un terroir qui fait 17 hectares sur Molsheim. On est vraiment au cœur du vignoble ici. Ça se caractérise quand même par une géologie particulière. On est dans un amphithéâtre. On est vraiment sur la partie qui est exposée sud-est du vignoble. Plus loin, on va continuer vers le Hannenberg qui sera exposé plein est. Et après, de l'autre côté, on sera sur le Schäferstein qui est un plateau en fait. Le Brodertal, par rapport à son terroir calcaire déjà, mais aussi est totalement protégé des vents par sa position géographique. Ce qui fait qu'on aura beaucoup moins d'influence des vallées qui vont nous border. On a un terroir qui n'est pas forcément précoce dans la maturation, mais qui est très solaire en fait. Donc on a un cycle végétatif qui est plus long que sur d'autres lieux-dits, ce qui va se caractériser par des maturités qui arrivent structurées autour de l'acidité, des maturités phénoliques qui arrivent très tard finalement, des vendanges qui vont avoir lieu. Aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire donner une date de vendange, mais généralement fin septembre, début octobre, et sur des vins avec une structure acide qui est vraiment mûre, et une maturité phénolique vraiment, avec des pépins mûrs. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les blancs, parce qu'on va avoir toute cette légèreté. Et la légèreté que peut proposer le calcaire, malgré une structure en bouche qui est quand même relativement intense et développée. Et là, j'ai fait le parti pris quand même de proposer un pinot gris sur le Brodertal. C'est un parti pris, c'est un petit challenge aussi parce qu'on sait qu'aujourd'hui les vins sucrés résiduels n'ont plus forcément la cote, ils sont relativement décriés par beaucoup de journalistes, beaucoup de personnes aussi simplement, sans vraiment fondement je trouve. C'est pas parce qu'on a des sucres résiduels qu'on est incompatible avec la gastronomie. Il suffit d'adapter un plat pour un vin. Et à l'inverse, je trouve qu'il y a eu un travail de fait récemment. On a trop mis en valeur des vins qui me semblaient décharnés en fait, étriqués, avec pas suffisamment de matière finalement. Vouloir récolter trop tôt sur le fil, on arrive à des vins qui manquent de fond. Donc là, je suis parti pris d'aller à l'opposé de ça aussi, même si j'ai une tendance à vinifier majoritairement des vins secs. J'ai tendance à laisser tomber la partie demi-sec, me tourner vers les moelleux pour les terroirs qui le supportent aussi, comme le Brodertal en fait. Parce qu'on va sentir, on est sur un pinot gris, c'est vraiment récolté à la limite de la vendange tardive, donc il y a quand même 40 grammes de sucre résiduel. On est en 2016, qui est une année tardive, et on a ce terroir qui apporte toute la fraîcheur. C'est-à-dire qu'on aura... Le nez est encore très discret. Le Brodertal, c'est toujours c'est des vins fermés. J'avais hésité à en proposer un vieux Brodertal des années 80 pour montrer vraiment ce dont il est capable dans le temps et le potentiel. Et après, je suis resté aussi... parce que c'est vraiment très discret encore. Pour l'instant, on est vraiment sur les fleurs blanches, là, les très fleurs discret. Un aspect mielé qui arrive tout doucement, qui va prendre peu à peu le dessus aussi. Miel d'acacia. Ouais. Après, le Brodertal, c'est, on va dire, à quel âge
il est optimum pour la... On peut commencer à boire à partir de 8 ans. Il n'y a pas d'âge de 8 à 77 ans, on va dire. Et pour le vin lui-même, je dirais que ce serait bien de commencer à le boire après 4 ans. Oui, parce que le problème qu'il y a, c'est que le vin, je ne doute pas qu'il puisse aller à 77 ans, mais est-ce que nous, on serait capable d'arriver aux 77 ans du vin? Je suis moins sûr. Quoi. Bon, je nous le souhaite quand même. Oui, enfin, si on doit attendre que 2016, il ait 77 ans, je suis pas convaincu qu'on y arrive. D'ici là, il y aura des progrès de fait. On se sera rendu compte que les vins d'Alsace vont vivre extrêmement vieux. On sera la preuve vivante. Donc ouais, c'est des vins qui vont vraiment vieillir. Je conseille de les boire à partir de 4 ans seulement après la date du millésime. Si on peut attendre plus, c'est d'autant mieux, parce qu'avec le temps, déjà le vin va s'ouvrir aromatiquement. Mais là, cette force-là aussi, les sucres vont se fondre dans la matière du vin. On va beaucoup moins les percevoir, on va quand même encore mieux les associer avec toute une gastronomie. Surtout aujourd'hui, où le monde évolue, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'échanges avec l'Asie, qui a une gastronomie asiatique qui va très bien se marier avec ces vins à sucre résiduel, du moment que l'équilibre est présent. Je pense aussi, quand on parlait tout à l'heure des vins à sucre résiduel qui n'est plus forcément la cote, c'est aussi parce qu'on est arrivé à une époque, partout en France, avec ces vins, avec les sucres cache-misère, où finalement les vins n'ont pas une énorme matière, et donc on laissait quelques grammes de sucre juste pour combler ce manque de matière. Ce que aujourd'hui n'est plus du tout le cas. Je parle pour l'Alsace, mais surtout pour l'instant de la France aussi. Et quand il y a de la matière, ça supporte les sucres. Dans la bouche, on retrouve ce côté très intense. Et là-dessus, j'aime bien aller sur des plats qui vont surprendre. Ça peut être un carpaccio de dorade, mais cuisiné avec une crème de coco, du gingembre, vraiment que des épices douces, qui vont permettre de relever finalement, d'apporter à la fois l'acidité, aussi la crème de coco qui a ce pouvoir sucrant sur le plat. Et en même temps, on a la dorade qui a besoin de cette acidité, avec la dorade cuit dans le citron finalement, quelque chose de très frais. Cette crème de coco en plus, c'est vraiment des accords que j'adore faire. Le peps, c'est le côté un peu rond et un peu sucré comme ça. Ouais. C'est la claque et la caresse. C'est finalement à l'image du vin. Si encore on regarde, il y a un côté rond et en même temps, tout en ayant une acidité, en trame, enfin. C'est une question d'inventivité en cuisine aussi. Je pense que c'est la force aussi qu'on a en Alsace d'avoir des très très grands restaurants gastronomiques qui sont capables d'apporter cette inventivité et de faire des accords mets et vins qui sont là pour surprendre, pour le client qui a envie de se faire surprendre aussi, certains savent très bien ce qu'ils veulent. Est-ce qu'il serait pas plus logique de dire toujours vin et mets? Parce que finalement, si, c'est exactement vin et mets. C'est des vins que. Voilà, parce que finalement, il est plus facile d'adapter son mets à un vin que l'inverse. Exactement, je vais peut-être aller un peu vite dans l'élocution. Non, mais on est d'accord. Tu as tout à fait raison là-dessus. C'est souvent des vins que le sommelier va choisir en disant est-ce qu'on peut construire quelque chose autour. Voilà. Et oui, on va pouvoir sublimer le. C'est vrai qu'en Alsace, on a cette chance-là, c'est qu'on a quand même des artistes de la cuisine. Exactement, il y a une grosse concentration de restaurants étoilés, gastronomiques en général. Forcément que les étoilés, mais toute une masse de restaurants qui ont cette recherche-là. Et d'avoir aussi, si le propos c'est qu'ils ont une clientèle qui est ouverte, c'est aussi fantastique. C'est de garder cette ouverture d'esprit pour mettre en valeur ces vins-là. En tout cas, merci. Vraiment fort sympathique cette Avec découverte. plaisir Pascal. C'est avec grand plaisir, je pense, déjà de boire un verre de vin au milieu du Brudertal. C'est clair. En règle générale, c'est bon de au boire. Au soleil, c'était sympa. Avec le soleil. Surtout que les derniers jours, on n'avait plus vu. Bon bah, plus assez vu. Santé. à la tienne.